Salut tout le monde. Comme je vous avais promis, je suis chez Microsoft, à côté de Seattle, et puis j'ai l'honneur aujourd'hui donc d'avoir un invité très spécial, parce qu'en fait on était MSP ensemble, donc c'est le programme, on va dire plutôt MVP, mais côté étudiant. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer Étienne dans ce joli programme. Et donc aujourd'hui, on va faire une interview ensemble pour voir un petit peu son cadre de vie, comment il travaille ici chez Microsoft, puis il nous donnera quelques petites anecdotes par rapport à tout ça. Salut Étienne. Salut. Comment tu vas? Très bien et toi? Ça va? Il fait beau, j'ai de la chance, non? Ouais, bah c'est pas chaque toujours. chaque fois que je viens ici, moi il fait beau, donc tu m'as demandé de rester, peut-être que je vais rester finalement. Avec plaisir. Alors, j'avais plusieurs questions à te poser, Mhm. parce que mes auditeurs sont vraiment intéressés par ton parcours, par déjà qu'est-ce que tu fais là, et surtout comment t'en es arrivé là, d'accord? Donc la première question, c'est tout simplement, qui es-tu? D'où viens-tu, surtout? Et surtout, ce qui nous intéresse, je pense, aux auditeurs, c'est surtout ton parcours scolaire. Qu'est-ce qui a fait que tu as pu venir en fait jusqu'ici, jusqu'à quand même être ingénieur en développement chez Microsoft? C'est bien ça, hein? Ouais, c'est bien ça. Parfait, je me suis pas trompé. Bonjour à tous, bonjour Céphala. Ouais, salut merci Étienne. de m'avoir accueilli ici et invité à faire cette interview. De mon côté, du coup, je suis né et j'ai grandi en région parisienne. Ah oui, c'est vrai que parisien, toi. Parisien. Parisien de base, ouais, c'est ça. J'ai eu un parcours scolaire relativement normal. J'étais pas forcément excellent à l'école. Après tout, j'ai redoublé 2 fois au collège. D'accord. Donc j'étais 2 ans en retard sur tous les autres. Alors moi aussi, figure-toi, j'ai redoublé 2 fois aussi. Ah, mais ouais. tu es ici aussi du coup. Ouais, exactement. Plus ou moins, mais ouais. Plus ou moins. Ça. Donc ça veut rien dire finalement. Ça veut rien dire. Ouais. Du coup, oui, j'ai redoublé 2 fois au collège. J'ai fait un lycée, je dirais normal. Pareil, pas excellent. J'ai eu mon bac au rattrapage. Ok. De justesse. Ensuite, j'ai fait des études à Supinfo International University, qui est donc université spécialisée en informatique, qui fait du développement et de l'infrastructure et du management. Et du coup, là, en fait, quand je suis arrivé dans cette université, je me suis retrouvé à faire finalement ce que j'aimais déjà faire. Finalement, tout de suite, ça allait immédiatement mieux. Ah oui, du coup, c'est ta passion. C'est exactement. Ouais. Est-ce que tu as eu du mal à choisir entre le dev et l'infrastructure, ou tu savais vraiment que tu voulais faire du dev directement, toi, par exemple? Je pense qu'au fond de moi, je savais déjà que je voulais faire du dev, parce que j'ai commencé à apprendre à développer quand j'avais 12 ans. Ah oui, quand même. Sur l'ordinateur familial. Voilà. Waouh, ok. Donc quand j'avais 12 ans, et ensuite je suis monté progressivement quand j'ai mon premier ordinateur portable personnel quand j'avais environ 14 ans. Et après, je pensais déjà que je voulais faire du développement, mais quand je suis arrivé à l'université, j'ai voulu justement prendre une université qui faisait un peu de tout, parce que je voulais justement voir si je pouvais faire d'autres choses et voir si au final il y avait peut-être d'autres choses qui m'intéresseraient plus que le développement. Okay, donc au final, vu que je suis ingénieur en informatique, développeur, je pense du coup que le développement est resté. Ouais, d'accord, ok, très bien. Donc, mon cher Étienne, donc, tu as dit tout à l'heure, donc tu es devenu développeur, parce que tu étais passionné par le développement. Et donc aujourd'hui, finalement, est-ce que tu peux dire un petit peu à nos auditeurs, finalement, quel est ton travail? Et bon, on sait, il n'y a pas de scoop, on le sait que tu travailles pour Microsoft Corp quand même, c'est assez remarquable. Et du coup, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Et quel est ton métier finalement, de manière un peu pragmatique? C'est quoi ton quotidien au sein d'une équipe de développement chez Microsoft Corp? Bien sûr. Mon quotidien, au final, en tant que développeur, c'est de créer les outils du futur pour les autres développeurs qui travaillent sur tout l'écosystème de Microsoft. Donc, ça inclut bien sûr Windows, mais aussi .NET, qui impacte aussi du coup Mac et Linux. Et donc moi, personnellement, je travaille dans l'équipe de Visual Studio, donc l'IDE qu'on a à Microsoft. Et plus précisément, je suis dans une équipe qui travaille sur l'éditeur de texte de Visual Studio. Et peut-être qu'on va devoir couper. Non, c'est bon, t'inquiète. Ok. Ouais. Do you need to pass? Yes, feel free to pass. You can. No problem, thank you. No problem. Ouais, donc du coup, tu disais, tu sais quoi, ça, on va la laisser. Ok. Cette scène, on va la laisser parce que ça montre juste, parce que je vous dirai tout à l'heure où est-ce qu'on est, parce qu'on est dans un endroit assez exceptionnel ici. Et je pense qu'on va être dérangé pas mal de fois parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent prendre des photos. Comme tu peux le voir, Étienne, on est sur un
On est dans des cabanes en bois, directement chez Microsoft, donc c'est assez... Directement sur le campus. Voilà, sur le campus, des cabanes en bois pour pouvoir travailler. Et ça, c'est vraiment cool. Donc tu disais, en fait, toi, tu développes des outils pour des développeurs quand même. C'est ça. Ah oui, c'est assez intéressant. Ouais, du coup, je travaille sur, comme je disais, sur Visual Studio et plus en particulier dans l'équipe éditeur de Visual Studio. Donc, ça inclut principalement l'éditeur de code, là où tu tapes ton code en fait. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on crée l'éditeur et ses fonctionnalités là où on peut du coup taper le code et bien sûr faire la colorisation, ce genre de choses. Mais après aussi, en particulier, on fournit les API que nos partenaires utilisent pour pouvoir rendre cet éditeur de code riche. Okay. Ce que j'entends par là, c'est on crée les API que les équipes .NET ou les équipes C++ vont utiliser pour pouvoir fournir les données que l'on affiche dans l'autocomplétion, par exemple, pour pouvoir faire des actions telles que GoToDefinition ou Find All References, qui sont des fonctionnalités très utilisées dans Visual Studio. Donc nous, on fournit l'API pour pouvoir faire ça, et ensuite nos partenaires se l'utilisent en fait. Okay. Et donc du coup, finalement, c'est super intéressant ton boulot parce que en fait, tu crées des outils de développement pour que les développeurs puissent travailler. Donc ça veut dire quand même que tu es à un stade au-dessus en termes de développement. Est-ce que c'est plus compliqué d'être développeur en utilisant Visual Studio ou est-ce que finalement tu prends plus de recul parce que justement c'est toi qui développes. En fait, tu dois te mettre à la place du développeur pour pouvoir. C'est ça en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Ben, c'est exactement ça. Ça doit être quand même perturbant, non? Au début. C'est en fait vachement intéressant que nous-mêmes en tant que développeurs sur Visual Studio, on utilise Visual Studio pour développer la prochaine version de Visual Studio. Et de cette manière, c'est ça qui est intéressant. Ouais. Et alors de cette manière, du coup, en tant que développeur, et en tant que, bien sûr, on travaille pas que entre développeurs, mais on aussi travaille avec des chefs de projet, avec des managers, et avec toutes ces personnes, en fait, on est capable de dire, ok, qu'est-ce qui moi, en tant que développeur, qu'est-ce que j'aime avec Visual Studio et qu'est-ce que je n'aime pas et qu'est-ce que j'aimerais améliorer. Okay. Alors bien sûr, on a aussi plein d'autres manières de savoir quoi faire. Bien sûr, on écoute les feedbacks que nos utilisateurs nous donnent. Les clients, etc. Voilà. Tout à fait. Ouais. Mais après, il y a aussi nous-mêmes, où des fois, ça nous arrive qu'on arrive en meeting et on se dit, mais cette fonctionnalité, je la déteste. Je la veux plus. Je la veux plus. Ou il faut qu'on l'améliore ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'est déjà arrivé, par exemple, où tu te dis, tiens, tu es en train de développer un truc sur Visual Studio et tu dis, ah bah tiens, j'aimerais bien qu'on mette en place ça parce que c'est cool. Est-ce qu'il y a des fois, il y a des fonctionnalités qui sont nées autour d'un café, autour d'un meeting chez vous, par exemple? Tout à fait, tout à fait. C'est génial, ça. Ouais, tout à fait. On avait l'une des... au moment où on enregistre cette vidéo, la dernière fonctionnalité en date, c'était ce qu'on appelle ça Sticky Scroll. Je suis pas sûr de comment l'appeler en français, mais c'est une nouvelle fonctionnalité qu'on a dans l'éditeur de code qui, en fait, lorsque l'on scrolle dans un document tel qu'une classe, par exemple, on va voir en fait toujours en haut de l'écran, toujours le namespace et le nom de la classe et de la méthode dans laquelle vous êtes qui va rester en haut. D'accord. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait vu en ligne sur Xcode, qui venait d'Apple. Et on s'est dit, mais c'est génial, il faut absolument qu'on fasse ça. Et du coup, on l'a fait. Ok. Alors là, pour le coup, oui, alors là, du coup, c'était un petit peu prendre un peu sur la concurrence. Mais après, il y a d'autres choses beaucoup plus innovatrices qu'on avait fait, comme Copilot, où on a intégré récemment une nouvelle fonctionnalité. Je pense qu'on va couper, mais on va reprendre ça après. Où en fait, on a maintenant un assistant directement dans l'éditeur où on peut lui demander qu'est-ce qui va pas avec ce bout de code, ce truc, etc. Et on a ensuite Copilot qui peut nous dire, peut-être qu'on peut améliorer cette manière. Tu sais que je suis à la build actuellement, enfin j'étais à la build, et c'est vrai qu'on a parlé beaucoup d'AI, hein, il y a eu que ça. Et donc toi tu me dis aujourd'hui que Visual Studio aussi est en train de se transformer, et on est en train d'intégrer aussi Copilot dans Visual Studio du coup, pour aider les développeurs à pas dire à être meilleurs, mais on est d'accord. C'est vrai que les gens me posent souvent la question, c'est est-ce que l'AI va nous remplacer en tant qu'humain? Moi je le vois plutôt comme un assistant. Toi je sais pas ce que t'en penses de ça, de l'AI et de l'impact sur le développement d'ailleurs, tu vois. Est-ce que tu penses qu'une AI pourrait remplacer ce que tu fais aujourd'hui, avec le mindset que tu as, avec les compétences que tu as et surtout avec les émotions et le contrôle que tu as sur le développement, parce que on est quand même des humains et ça aussi il faut le prendre en compte, tu vois. Mais tout à fait. Et du coup non, pour répondre à ta question, je ne pense pas que les intelligences artificielles vont nous remplacer. Quelque chose qui est très marquant dans les termes qu'on utilise ici pour tout ce qu'on a sorti et tout ce qu'on a lancé à la build récemment avec l'IA, c'est le terme
copilote. Le Voilà. terme copilote, c'est pas le pilote, c'est pas l'IA qui est le pilote, c'est juste le copilote. Donc il faut vraiment voir ça comme un assistant qui va nous aider à nous rendre plus productifs, mais qui ne va pas nous remplacer. Alors en soi, oui, il peut nous remplacer si on veut faire juste une application console qui affiche Hello World, mais quand il y a beaucoup plus de complexité autour d'un projet qui peut-être fait potentiellement des millions de lignes de code. Comme Visual Studio par exemple. Comme Visual Studio, ou bien plein d'autres d'applications que je suis sûr vos utilisateurs utilisez ou développez. Non, là je pense pas que ça va nous remplacer, du moins pas dans les 20 prochaines années peut-être. Voilà. Donc je pense qu'on est tranquille. Je pense qu'on est tranquille pour encore 20 ans minimum. C'est ça. Alors on reprend les questions, Étienne. J'avais une question pour toi qui est intéressante aussi, je pense qui intéresse aussi nos auditeurs. C'est finalement, tu as parlé beaucoup de Visual Studio, tu travailles dessus. Bah, finalement, c'est quoi le langage qui est utilisé pour coder Visual Studio finalement? Bon, j'imagine que les développeurs, ils savent. Moi, en tant qu'infra, par exemple, je suis novice dans le développement. J'aimerais bien un petit peu comprendre comment ça marche à l'intérieur. Bah, Visual Studio est fait principalement en .NET avec du C#. On a un petit peu de code legacy qui date d'il y a d'un certain temps, qui est encore fait en C++. Ce qu'il faut savoir que Visual Studio, ça a commencé avec Visual Basic et Visual C++. Et progressivement, c'est devenu Visual Studio.NET en 2003. Et ensuite pour devenir juste Visual Studio 2005, 2008, 2010, etc. jusqu'à aujourd'hui. Et donc progressivement, en fait, on a incorporé de plus en plus de .NET dans Visual Studio. Et un exemple assez marquant, du moins dans ma carrière personnelle, de ce qu'on avait fait, même si je travaille dans l'équipe dite Editor, on s'occupe aussi des fonctionnalités de recherche dans Visual Studio. Donc par exemple, CTRL F ou CTRL Shift F, c'est la fonctionnalité pour rechercher dans votre solution. C'est notre équipe qui s'en occupe. Et en 2019, on avait fait un gros travail où on avait pris la fonctionnalité de recherche qui était faite à l'époque encore en C++ et qui travaillait sur le UI thread. Donc, le UI thread, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, c'est en fait le thread de l'application sur lequel on fait le rendu graphique de l'application. Et dans notre cas, on faisait la recherche sur ce thread parce que c'était du C++ et pour diverses raisons techniques, on devait le faire de cette manière. Et en fait, on a recodé la fonctionnalité entièrement avec du C#, en faisant du travail sur un background thread. Et du coup, maintenant, la fonctionnalité est beaucoup plus rapide. Ok. Elle a moins de legacy, du coup. Voilà, beaucoup moins de legacy. Du coup, maintenant, on a une approche qui est beaucoup plus moderne dessus. Super. Les amis, ici, il est quelle heure là? Il est midi et quelques, donc on a bientôt faim. Donc, on va juste continuer 2-3 questions avec Étienne, et puis on va pouvoir aller manger tranquillement. Alors, Étienne, tu m'as parlé aussi donc d'équipe, etc. Enfin, d'équipe Visual Studio, vous êtes combien en tout? Et puis, comment vous êtes répartis? Est-ce qu'il y a des étrangers? Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent à l'autre bout du monde? Ou est-ce que vous êtes tous au même bureau à Redmond ici? Oui, tout à fait. Alors, dans mon équipe en particulier, on est une dizaine de personnes. Et on se partage plusieurs fonctionnalités. J'avais parlé juste avant de les fonctionnalités de recherche. Il y a d'autres personnes qui sont plus spécialisées sur l'éditeur de code en lui-même. Au total, sur Visual Studio, alors, bizarrement, je n'ai pas le chiffre précis, mais je dirais qu'on est quelques dizaines de personnes, plusieurs dizaines, clairement, mais peut-être moins de 100 personnes à travailler sur Visual Studio en lui-même. Après, si on inclut les personnes qui font également l'intégration de Visual Studio... dans d'autres outils? Non, pardon. Pardon, je dis une bêtise. Si je compte les personnes qui font l'intégration de .NET ou bien de C++, des outils de développement .NET, C++ dans Visual Studio, là, on dépasse la centaine de personnes. Ah ouais, là, il y a plus de monde, du coup. Ouais, voilà, parce que sur .NET en lui-même, il y a peut-être plusieurs dizaines de personnes qui travaillent sur .NET en lui-même, et il y a quelques personnes qui sont spécialisées sur faire l'intégration dans Visual Studio. Donc si je compte ça monte à peu près une centaine. Ok. Après, en termes de diversité dans mon équipe, moi je suis français, je suis le seul français dans mon équipe. Ah ouais, d'accord. Je ne sais pas s'il y a d'autres français dans Visual Studio en soi, je n'en ai pas rencontré jusque-là, peut-être qu'il y en a. Mais en soi, dans mon équipe, on a une personne qui vient d'Ukraine et qui vit ici aux États-Unis. On a une personne qui vient d'Égypte et qui vit également ici. On a une personne qui vient d'Éthiopie, une personne qui vient de Chine,
et après les autres personnes sont américains. Sont américains. Donc c'est quand même vachement multiculturel, quoi. Ça doit être génial d'apprendre des autres et des cultures des autres. Mais ça c'est vachement intéressant parce que du coup, alors chacun a sa culture, chacun a une langue différente et du coup peut-être une façon de s'exprimer différente. Moi j'ai ma propre façon où les gens peuvent dire oh toi t'es français. Ah ouais, là, ça c'est. Ouais. Est-ce qu'on te dit que les Français râlent beaucoup? Est-ce qu'ils ont cette image ou pas? Ils ont ce stéréotype, oui. Carrément. Ouais, même dans ces pays-là, quoi. Ouais, c'est dingue. En fait, je pense qu'ils voient l'actualité. Ils voient l'actualité en France et ils voient qu'en France, on a tendance à faire des manifestations pour un oui ou pour un non. Pour résumer de cette manière. Ouais. Bien sûr, c'est des raisons légitimes parfois. Mais définitivement, ils voient que en France, ça râle beaucoup plus qu'aux États-Unis. Ok. Du coup, parce que toi, tout à l'heure, tu nous as parlé de stage. Donc, tu étais stagiaire. Tu penses que si je suis développeur français, enfin j'habite en France, je suis étudiant, développeur, et que je souhaite faire un stage aux États-Unis, est-ce que c'est possible? Ou je dois quand même ou est-ce que c'est plus simple de faire d'abord un stage en France, parce que je suis dans l'état où je suis, donc français, avant de demander, on va dire, une pseudo-mutation pour faire un stage ici? Comment ça se passe à ce niveau-là? Alors là-dessus, je dirais que c'est un petit peu spécial et atypique. Parce que dans mon expérience, quand j'ai été stagiaire ici, bien sûr, j'ai vu quelques étrangers, mais quand je dis étrangers, c'est pas seulement des Canadiens, par exemple. Qui sont juste à côté quand même. Ouais, qui sont juste à côté. Mais en soi, je ne voyais pas beaucoup d'Européens qui faisaient leur stage ici. Il y en avait, bien sûr, mais c'était pas la majorité, clairement. C'était une toute petite minorité. Et moi, dans mon cas personnel, je dirais que, alors bien que tout à l'heure, je disais que j'avais un parcours relativement normal à l'école, d'un point de vue personnel, j'avais un parcours un petit peu plus atypique, dans le sens où j'ai commencé à apprendre la programmation développée quand j'avais 12 ans. Ouais, donc tu connaissais déjà... Alors oui, je connaissais déjà un petit peu. T'avais quand même un bon bagage quand même. J'avais déjà un petit peu un bagage, mais après, qu'est-ce qui fait que mon CV est ressorti au-dessus des autres? Eh bien, je pense que c'est le fait que j'avais fait des projets personnels que je faisais dans mon temps libre en dehors de l'école. Et que j'avais diffusé sur Internet et qui avait obtenu une certaine notoriété à l'époque. Pour parler d'un projet en particulier, c'était un projet que j'avais nommé Software Zator, qui était en fait une sorte de petite IDE, donc un outil de développement pour pouvoir créer des applications pour Windows à l'époque, et avec lequel on pouvait en fait créer les algorithmes qu'on voulait avec la souris sans avoir besoin de connaître un langage de programmation en particulier. Je me rappelle, tu l'avais pas présenté pendant le MSP Day. Je l'avais fait. Microsoft France, je m'en souviens. Je l'avais présenté à Microsoft. Ouais. Et en fait, la manière dite, le parcours atypique là-dessus que j'ai, c'est que en fait, plutôt que de trouver une offre d'embauche sur careers.microsoft.com pour un stage, ou bien plutôt que de me faire recruter directement dans l'université, parce que ça c'est quelque chose qui se fait aux États-Unis. Il y a les recruteurs de Microsoft qui viennent dans Harvard ou MIT pour aller recruter des stagiaires. Moi dans mon cas, on n'a pas cette chance en France malheureusement. Là où j'avais réussi à faire ma voix entre guillemets, c'était en fait de trouver le contact de quelqu'un à Microsoft France. Qui s'appelle Laurent Ellerbach et que je salue au passage. Voilà. Salut Laurent. Et cette personne, en fait, j'avais trouvé son email dans une newsletter de Microsoft France de l'époque. C'est génial ça. Et à l'époque, je m'étais dit dans ma tête, bon, j'ai Software Zator que j'ai fait, qui commençait à l'époque à avoir une certaine notoriété sur Internet, et je me disais, bah, qui ne tente rien à rien, hein, qu'est-ce que j'ai à perdre au final? Et du coup, j'avais envoyé un email, pas du tout professionnel à l'époque d'ailleurs, parce que j'avais 15-16 ans. Ah, t'étais tout jeune, ouais. Tout jeune. Donc j'avais envoyé un email à cette personne en lui disant, bah voilà, j'ai fait ce projet, voici le site internet, qu'est-ce que vous en pensez? Et si vous voulez une démo, je peux faire une démo. Et quelques jours plus tard, j'avais reçu une réponse de Laurent qui me disait qu'il serait intéressé de voir une démonstration de ce sujet. Et du coup, par chance, j'habitais à distance à pied du campus de Microsoft en France, mais je suis sûr que si besoin, ils m'auraient payé peut-être le billet de train. Bien sûr, ouais, c'est sûr. Et du coup, j'étais venu pendant quelques heures pour faire une démonstration. Et ensuite, de fil en aiguille, on a gardé contact et on a continué à échanger. Et c'est là où j'ai eu une chance de pouvoir intégrer le programme MSP. C'est de cette manière également. MSP, ouais, c'est ça. Et ensuite, de fil en aiguille, je me suis retrouvé un jour à dire, bah écoute,
ce projet, c'était super. J'ai passé 7 ans à travailler sur ce projet. Maintenant, il a atteint un stade où c'est devenu un monstre et c'est devenu tellement gros que je ne peux plus m'en occuper moi-même. Et je n'ai plus forcément l'envie non plus de m'en occuper par moi-même. Et quelles sont mes options? Alors, je pouvais le mettre open source, je pouvais créer une société. Ouais. Il y a plusieurs options. Et au final, on s'était dit, peut-être que ce serait bien de poser la question à Corp. Donc à Microsoft Corp. Donc, ce que j'entends par Corp, c'est Microsoft aux États-Unis. Ouais. Et donc, on avait en fait envoyé une démo ou une présentation de ce projet que j'avais fait au chef de la division développeur à Microsoft aux États-Unis. Ah oui, quand même. La division développeur, c'est ce qui regroupe .NET, Visual Studio Code, les SDK, ce genre de choses. Donc, on avait envoyé ça à cette personne qui, au final, en fait, j'étais un peu déçu parce qu'il n'a pas dit la moindre chose au sujet de mon projet. En revanche, il a demandé mon CV. Ah ouais, donc là, c'est intéressant. Donc, j'étais déçu, mais pas si déçu que ça. Okay. Finalement, ça sert, quoi. Voilà. Ouais. Et du coup, en fait, c'est là, du coup, j'ai envoyé mon CV à cette personne qui l'a envoyé directement à une RH. Et là, de fil en aiguille, je me suis retrouvé sans forcément le vouloir, à passer des entretiens pour devenir stagiaire. Ici, voilà. Ah, c'est génial. Et c'était vraiment sans forcément le vouloir, parce que c'était vraiment pas du tout ce que j'avais en tête. C'est une belle histoire. Et en fait, ton histoire, c'est ce qui est important, c'est ça qu'il faut aussi dire aux jeunes qui nous suivent, qui nous regardent, c'est que bon, l'école, c'est bien. L'école, c'est bien, ça te donne les bases, ça te donne, si tu veux, un mindset, etc. C'est cool, c'est bien. Mais moi, je pense que pour être excellent, pour être bon, il faut faire des choses à côté de l'école. C'est-à-dire pendant le temps libre, qu'est-ce que tu fais de ton temps libre? Et en fait, pour moi, je pense que la personne, je peux la cerner quand je lui demande qu'est-ce que tu fais de ton temps libre. Si effectivement la personne elle me dit écoute, je fais du vélo, t'as le droit de faire du vélo, c'est pas un souci. Pas de problème. Voilà. Mais si tu fais que ça et que tu travailles pas sur des projets, on va dire personnels, en tout cas dans l'IT, j'entends, c'est vrai que ça montre un petit peu quand même la motivation, tu vois, de la personne. Et la preuve, je pense que si t'avais pas fait ces projets en dehors de l'école, t'aurais pu avoir des 20 sur 20 partout. Peut-être que tu n'aurais pas été pris. En tout cas, ton CV n'aurait pas, si tu veux, ne serait pas passé par rapport à d'autres, tu vois. Tout à fait, je pense. Et pour rebondir sur ce que tu disais dans l'IT, qu'est-ce que tu fais en dehors de l'école? Alors c'est valable en IT, mais c'est valable dans plein d'autres domaines aussi. Exactement. Juste si on veut postuler quelque part, en particulier juste après le cursus scolaire. Quelque chose qui est important, je trouve, c'est de montrer si on est passionné par ce qu'on fait. S'il y a quelque chose qui nous passionne, s'il y a quelque chose qui nous donne qui nous cette fait vibrer envie, en fait. Voilà, quelque chose qui nous fait vibrer, quelque chose qui nous donne envie de se lever le matin et de faire quelque chose de cool. Ouais. Et au final, c'est ça qui fait peut-être la différence entre un candidat lambda et quelqu'un qui va peut-être avoir le passionné, voilà. C'est ça. Et moi, je l'ai remarqué, tu vois, même les gens qui ont des carrières quand même très brillantes, comme toi, qui l'a aujourd'hui, et t'es encore jeune, et t'as plein d'avenir devant toi, et je te le souhaite. Je pense que de toute façon, en général, ce qui est important, comme tu l'as dit, c'est vraiment la passion. C'est-à-dire que ces gens-là, ils ont quelque chose en plus par rapport à d'autres, tu vois. C'est-à-dire que je pense que pour toi, un peu comme moi aussi, c'est pas qu'un travail finalement. Je pense que tu t'épanouis et je pense même que si tu n'avais plus ce travail, c'est-à-dire qu'on te dit, écoute, l'informatique, il y en a plus, c'est fini. Je pense que tu seras plus le même homme, tu vois. Ouais. Voilà. Moi, par exemple, je me vois pas faire autre chose que ce que je fais aujourd'hui et je pense que pour toi, c'est pareil. Bon, arrêter le développement, je pense que. Alors c'est marrant que tu parles de ça parce que il y a encore 1 an et demi, j'étais dans une période où je me disais, je suis tenté de faire chef de projet. Oh malheur! Pas toi, Étienne. Ah si. J'étais tenté de faire ça parce que en fait j'apprécie en fait tout l'aspect brainstorming, à réfléchir à comment la fonctionnalité prendre de la hauteur, etc. Prendre de la hauteur, discuter avec les clients, chose que je fais au passage avec en tant que développeur, mais que tu fais encore plus en tant que chef de projet. Et j'étais beaucoup intéressé par ça et j'ai discuté avec beaucoup de programme managers à Microsoft pour leur demander comment est votre quotidien. Et finalement, ce qui m'a fait ne pas prendre cette direction, finalement, c'est qu'ils aient passé la majorité de leur temps en meeting. Et ça, je déteste. Ah oui, ça c'est compliqué. C'est vrai que faire des meetings, on en a besoin. Mais... J'ai des meetings moi-même, on en a besoin, ça fait partie du métier. Mais voilà, être du matin au soir en meeting, c'est pas évident. Ouais, j'ai pas envie de faire ça quand même. Et finalement, je me suis rendu compte parce qu'aussi,
bien que je travaille à Microsoft, j'ai aussi des projets personnels que je fais, que je continue à faire des projets, je continue à faire des projets personnels en dehors de l'entreprise. Et finalement, je me voyais pas je me vois tellement passionné par tous ces projets que je fais, bon, au travail, mais aussi en dehors du travail, qui, au final, je me voyais pas arrêter de développer aujourd'hui. Peut-être que dans le futur ça changera, mais pour l'instant non. Pour l'instant non. Ouais. Et puis finalement, tu as répondu à mon autre question, c'est qu'est-ce qui fait la différence entre un bon et un mauvais candidat? Je pense que, ou un candidat plutôt lambda, on va dire, c'est vraiment en fait, pour résumer, c'est la passion. La passion. Moi, c'est la passion, parce que la passion te fera traverser les temps difficiles, parce qu'il y aura toujours des périodes de rush, comme tu l'as dit, etc. Et je pense que la passion, elle pourra toujours t'emmener plus loin. Et puis c'est elle qui va je pense, te donner le mindset pour justement travailler plus que les autres et essayer d'apprendre plus que les autres aussi. C'est ça qui est important. Pour finir ce petit entretien tous les deux, j'avais 2-3 questions à te poser par rapport à ce qu'on disait, le cadre de vie. Donc on a parlé des horaires, flexibilité, etc. Mais c'est vrai que j'ai oublié de poser la question, c'est le télétravail. Aujourd'hui, on sait que le monde a un peu changé avec le Covid et tout. Mais le télétravail, finalement, chez Microsoft, il est vu comment? Et est-ce que toi, aujourd'hui, par exemple, tu pratiques le télétravail dans ton quotidien avec tes collègues, sachant que tu as des collègues qui viennent aussi d'autres pays, qui sont peut-être aussi dans d'autres sites aux États-Unis, par exemple? Tout à fait. Du moins, dans nos équipes, dans Visual Studio, et je pense de manière générale à Microsoft, on est très flexible sur le travail à distance. Bien que la pandémie soit entre guillemets terminée, ces règles restent. On peut travailler à distance si on veut. Dans mon cas personnel, je préfère travailler au bureau. J'aime bien séparer un peu la vie, maison du travail. Voilà, et puis j'aime bien aussi juste pouvoir interagir avec les gens en face à face. J'ai tendance à préférer ça. Mais ouais, c'est vraiment un choix personnel. Autrement, dans mon équipe, on a une personne qui travaille dans le Michigan, donc qui a 3 heures de décalage horaire avec nous. Voilà. Ça se passe très bien. Ça dérange personne? Ça dérange personne. On a une autre personne pour laquelle c'est encore plus difficile, alors qui n'est pas dans mon équipe, mais dans une autre équipe dans Visual Studio et qui travaille en Australie. Ah oui, alors là, la timeline, la time zone, elle est... Là, le décalage horaire fait que c'est beaucoup plus compliqué. Mais bon, ça a l'air de très bien se passer. Ça marche aussi. Pourquoi pas? Ok, très bien. Du moment que les livrables sont faits, comme on a dit, et du moment que le travail est fait. Tout à fait. Ok, très bien. Tu peux le voir, Étienne, ici, on est dans un endroit que tu connais bien. On est chez toi, à Redmond, ici, donc dans l'État de Washington. C'est vrai que c'est une belle région quand même, c'est très vert. Bon, il pleut un peu, je pense. Finalement, tu te sens comment, toi, ici? C'est quoi la vie, finalement, d'un Français aux États-Unis? Tu te sens comment dans la région et surtout en particulier donc dans l'État de Washington? Écoute, comment je me sens bien. Ouais. Ça fait quand même 2 ans que tu es là, donc... Ça fait 2 ans que ça, et ça fait même 5 ans que j'ai quitté mon pays. Et à cause de la pandémie, ça va faire bientôt 4 ans que je ne suis pas rentré en France. Alors c'est pas que je ne veux pas, c'est que ça a été un petit peu compliqué. Mais oui, alors, bizarrement, la France en elle-même ne me manque pas vraiment. Parce qu'au final, bon... Je me suis marié avec une Américaine ici. C'est vrai, ouais, j'ai vu. Donc, félicitations d'ailleurs. Merci. Mais du coup, entre guillemets, ta vie, elle est ici, quoi. Ma vie est ici maintenant, au final. Du moins, ma famille la plus proche est ici, je dirais. Hein, ma famille la plus proche étant ma femme. Bien sûr. Ouais, du coup, au jour d'aujourd'hui, en tout cas, Paris et sa région. Je dis pas pour le reste de la France, mais Paris et sa région ne me manquent pas. Pas du tout. Pas plus que ça. Alors bien sûr, si il y a quelque chose qui me manque, les croissants, les pains au chocolat, les petites soirées qu'on faisait en tant qu'MSP, je me souviens. Bien sûr, mais ça c'était une autre époque. Mais bien sûr, la première fois que je retourne en France, bien sûr, les torsades de chocolat, les croissants, ça je vais pas arrêter d'en manger, ça c'est sûr, ça me manque ce genre de choses. Mais au final, non, le cadre de vie ici est vachement sympa parce que encore une fois, le cadre de vie à Microsoft est c'est vraiment cool, quoi. C'est cool, les horaires sont flexibles. Ici, du coup, dans cette région en particulier, dans la banlieue de Seattle, on est dans une région qui est très centrée sur la famille et l'activité en air libre.
Par exemple, la station de ski la plus proche, elle est à 45 minutes de route Ça, d'ici. c'est super, ceux qui font du ski, ouais. Voilà, on a, à l'endroit où on est ici, en train de faire cette interview, il y a un lac avec une plage qui est à 10 minutes de route d'ici. C'est génial. On a la mer qui est à Seattle, qui est environ 20 à 30 minutes d'ici, si on veut. Après, bon, la mer ici, elle est très froide, mais ça reste quand même sympa. On peut voir des baleines, on peut voir des phoques. C'est cool quand même. Et partout autour, on le voit ici, hein, il y a de la forêt. Partout. C'est très vert partout. Ouais. Alors oui, il pleut, mais c'est ce qui nous permet d'avoir du coup cette verdure. Cette verdure, voilà. Ouais. C'est ça, c'est ça. Ok. Et du coup, je vais finir avec 2-3 petites questions bonus. Donc finalement, attends, avant de faire ces questions, d'accord. Tu sais ce qui me manque quand même de toi? D'accord. C'est tes fameuses photos que tu faisais tous les jours quand tu passais devant la Tour Eiffel. Est-ce que tu t'en souviens de ça? Oui, alors ça, c'était une belle époque, ça. Alors ça, c'est toujours sur mon Instagram. Hein. Ouais. Alors ça, c'était le fameux Hello Paris. Hello Paris, voilà. Alors ça, c'était quand j'étais à l'université, à Supafo International University. À l'époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais à l'époque, l'université était au 40e étage de la Tour Montparnasse. Ce qui fait qu'en fait, tous les matins, même tous les jours, on avait en fait des salles de classe avec une grande vue sur Paris. Et du coup, tous les matins, c'était mon petit rituel. J'arrivais, je prenais une photo de la vue sur la Tour Eiffel, je le postais sur Internet. Et tu sais que j'étais devenu fan de tes photos et je les likais tous les jours parce que tu avais une photo par jour. Ouais. Mais du coup, je le fais plus parce que bon, je ne suis plus à la Tour Montparnasse et bien qu'aujourd'hui on a une belle vue, la vue depuis mon appartement ou bien depuis le bureau n'est pas aussi fantastique que celle de la Tour Montparnasse. Donc, bon. Ok. Bon. Donc, tu m'as dit finalement, bon, Paris te manque pas trop. Donc, si je te demande Paris ou Seattle? Seattle, du coup. Ok. Après, en tant que touriste, Paris est quand même vachement bien. Ouais, forcément. Ça, il y a quand même plus. Enfin, c'est pas qu'il y a plus de choses, mais c'est vrai que c'est le côté plus historique quand même. Non, alors, en soi, pour donner une réponse un petit peu plus précise. Ouais, je t'en prie. Transport en commun, Paris. Okay. Verdure et choses à faire dans la nature, Seattle. Voilà. Avec les transports en commun, enfin ici c'est un peu compliqué. Enfin, c'est moins desservi quand même. C'est moins développé, c'est moins développé qu'à Paris. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est, alors je sais plus quelle ville c'est, corrige-moi si tu connais la réponse. Il me semble que c'était Los Angeles ou bien San Francisco qui, au début du siècle dernier, était la ville qui avait le meilleur réseau de transport en commun au monde, meilleur que Paris à l'époque. Mais bon, je parle de quelque chose qui a plus d'un siècle. Mais avec maintenant la démocratisation de la voiture dans les années après Seconde Guerre mondiale, fait que bizarrement les États-Unis sont passés tout à la voiture et pas trop sur le transport en commun. C'est un changement, mais on le voit ici parce que c'est vrai que comme les routes sont très grandes, c'est vrai que tu as besoin d'une voiture quand même. Ouais. Tu vois, c'est pas que les routes sont très grandes, c'est les distances sont très grandes. Les distances sont trop. Où est-ce que tu veux aller, c'est tellement grand que voilà. Il faut la voiture. Du coup, si je te pose la question, croissant ou donuts? Croissant. Sûr? Ah ouais. Parce qu'il y a des donuts qui sont très bons aussi. Il y a des donuts qui sont très bons, mais quand même croissant. Un bon croissant fait en France, ça me manque. Parce que les croissants ici aux États-Unis, ils ont trop de beurre. Ah oui. Et je trouve qu'ils mettent trop de cannelle partout. Pourquoi? Alors, moi j'aime bien la cannelle, donc ça me dérange pas. Mais par exemple, des cannelles dans les cookies, il y en a partout. Personnellement, ça me dérange pas, j'aime bien ça. Ah, moi j'ai un peu de mal, mais je peux le comprendre. Ouais. Je crois que toi, je vais poser la question, mais je suis sûr que je connais la réponse. Thé ou café? Thé. Ouais, c'est vrai que t'es pas du tout café. Je n'ai jamais bu de café de ma vie. Pour un informaticien, c'est dingue. Je sais que c'est peut-être atypique. Tu peux être vu comme un extraterrestre quand t'es au bureau. Peut-être, mais non, je ne bois pas de café du tout. Je n'ai jamais bu. Et alors, bizarrement, je ne suis pas contre, par exemple, un chocolat avec un goût café, par exemple. Mais en soi, boire du café, ouais, peut-être le goût, l'odeur m'a toujours, m'a toujours dégoûté un petit peu. Et le thé en soi, je ne cours pas après non plus, sauf quand je me sens pas bien. Tu t'en bois parce qu'il faut en boire ou peut-être des fois. Ouais, le thé en général, j'en bois parce qu'il faut en boire parce que par exemple je me sens pas bien. Mais en général, moi en fait, si j'avais le choix entre thé, café ou autre chose, je dirais autre chose. Ok, très bien. Question difficile. Space Needle ou Tour Eiffel? Question difficile, en effet. Après, c'est vrai que ça dépend
quel critère on la prend. Hein, voilà, c'est ça. Mais après, en termes d'émotion. En termes d'émotion, la Tour Eiffel quand même, Ouais. parce que j'ai grandi à Paris et la Tour Eiffel est quand même plus connue que le Space Needle. Il y a quand même une histoire plus intéressante, je trouve, autour de la Tour Eiffel qu'autour du Space Needle. Ok. Et dernière question, et on va finir là-dessus, les amis, pour Étienne. Quel est ton sport préféré? Et puis, qu'est-ce que tu pratiques finalement comme activité extra, j'allais dire extra-scolaire, c'est pas étudiant, extra-travail, on va dire. Donc, qu'est-ce que tu fais dans ton temps libre, tout simplement? Te connaître un peu. Dans mon temps libre, en termes de sport, j'aime bien la danse. Ça fait plus de 15 ans que je fais de la street dance. Très très bien. Merci beaucoup. Ouais. Bien que j'ai arrêté un petit peu récemment et je sens qu'avec l'âge, je perds un peu. Mais là, encore jeune, hein, franchement. 30 ans. 30 ans, c'est jeune, quoi. Là, mais voilà, la danse c'est quelque chose que j'ai toujours beaucoup aimé. Pas forcément, j'ai pas un niveau professionnel, hein, mais voilà, j'aime bien danser comme ça. La randonnée est quelque chose que j'ai toujours apprécié quand j'allais à la montagne avec mes parents et ma sœur durant l'été ou durant l'hiver. En particulier durant l'hiver, finalement, j'étais jamais forcément, du moins quand je suis devenu adolescent et adulte, je ne courais vraiment pas du tout après skier par exemple, mais par contre faire une marche, de la randonnée avec des raquettes à neige par exemple, ça toujours, j'ai toujours apprécié. Et alors du coup maintenant que je vis ici, je peux le pratiquer du coup. Faire de la randonnée, j'essaie de faire de la randonnée assez souvent durant l'été. En hiver, j'essaie d'aller faire de la raquette à neige assez régulièrement. Et autrement, les autres jours où il pleut et il fait froid, parce que Seattle, oui, c'est la Bretagne américaine. Ouais, c'est ça. Ces autres jours, j'apprécie jouer aux jeux vidéo avec mon épouse, avec des amis en ligne, ou bien juste coder sur mes projets personnels. Ok, super. Merci beaucoup, Étienne, pour ton temps. Merci à toi pour l'invitation. Pas de souci, c'est vraiment un plaisir de t'avoir eu dans cette interview. Voilà, les amis, on vient de finir donc l'interview avec Étienne. Je remercie infiniment pour son temps. Il a pris de son temps pour venir me voir, me rencontrer. Et comme il le sait, à chaque fois que je viens à Seattle, je viens le voir. Donc, puis quant à nous, je vous dis à la prochaine fois pour d'autres vidéos, pour d'autres podcasts, pour d'autres talks autour de la sécurité, autour d'Azure, etc. Donc d'ici là, portez-vous bien les amis. Ciao. Merci Étienne. De rien. Ça a été top.